Salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 47e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Donc, le 50 s'approche très bientôt. Je n'en reviens tout justement pas. Déjà très bon pour la saison 5. Comme je le mentionne, ce qui a aidé, ça a été le début de saison avec le nombre d'invités incalculable. Ça a totalement aidé côté invité du podcast Le Match Ultime. Donc, c'est incroyable. Donc, 47. Donc, pour le 47e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait on y va. Donc, pour l'invité du 47e épisode, on reçoit un ancien joueur de la LHJMQ, dont les Wildcats de Moncton, anciennement pour l'Inuk de Granby, des Flames de Gatineau. Il a joué 2 saisons pour les Red Knights, sans oublier aussi qu'il a joué beaucoup de saisons pour les Peppers et champion avec le Crédit Oui l'année passée. On reçoit Mario Duquette. Salut Mario! Hey, salut Johnny, ça va bien? Ouais, Merci de toi? l'invitation. Ça fait Plaisir. plaisir. C'est bon ça. Fait que tu peux commencer à te présenter. Ouais, ben moi, c'est Mario Junior Duquette, j'ai 29 ans, je suis né à la Chine, j'ai joué mon hockey mineur du MAG à la Chine. J'ai, à un moment donné, mes parents, quand j'étais rendu à 13-14 ans, ils ont pris la décision, ils m'ont offert d'aller jouer à une place que c'était plus structuré. Alors, on a déménagé sur la rive sud de Montréal pour aller jouer au Collège Charlemagne, Midget Espoir. J'ai joué une saison là-bas. Après ça, je me suis dirigé au hockey scolaire à l'école de la Magdalene où c'est que j'ai eu une belle saison. Après ça, j'ai eu la chance d'aller jouer dans l'équipe de ma ville natale, Junior 3, les Maroons de la Chine. Moi, à la base, j'étais un attaquant pendant tout mon hockey mineur. Puis rendu midget, on m'a dit, on va faire un défenseur avec toi. T'es pas assez bon offensivement, mais tu as quand même une vision. Si on va te faire jouer à la défense, on va faire un défenseur de toi. Ça a parti mon parcours de défenseur à Charlemagne, à Magdalene, après ça à la Chine, où c'est que j'ai quand même joué un style robuste parce que on m'a tout le temps dit Mario, si tu veux un camp junior majeur, faut que tu te fasses connaître, t'es pas repêché. Tu sais, à mon année Midget Espoir, j'avais avant Coupe Dodge, je m'avais fait reconstruire le poignet au complet. Alors, j'avais manqué à Coupe Dodge. J'ai eu des interviews junior majeur, mais malheureusement, j'ai pas été repêché. Puis après ma bonne année à Magdalene, j'avais pas d'invitation. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a donné un coup de main qui s'appelle Bruce Richardson, qui coach maintenant à Valleyfield Junior 3, qui a coaché Junior majeur, j'ai cogné à tous les portes pour essayer d'avoir un camp. Puis Bruce, qui a vécu une histoire un peu comme moi, lui, après son parcours Junior majeur, voulait avoir un camp à Ligue nationale. Il a envoyé des fax à tous les clubs de la Ligue nationale. Puis c'est je me trompe pas, c'était Ken Holland. Non, c'est pas, c'était Scotty Bowman, le GM, à Détroit, qui a donné sa chance. Puis comme il m'a dit, Bruce, premier jour, tu es là, faut que tu te fasses remarquer. Lui, le premier jour qu'il était là, il s'abattait avec Darren McCarthy. Ça, moi, j'ai fait 1+1. Il m'a pas dit de me battre, mais il m'a dit, faut que tu te fasses remarquer sur mon premier chiffre à mon camp avec le Phoenix de Sherbrooke. J'ai jeté les gants. Deuxième journée, j'ai jeté les gants. J'ai bien joué. Tu sais, j'étais un joueur invité. J'avais un numéro bizarre, tu sais, 67. On s'entend, c'est un numéro 67 ou de quoi de même. Il n'y a aucune chance qu'ils te gardent après la première journée. Ils vont te couper tout de suite. Puis j'ai la chance de jouer hors concours contre Drummondville avant de finir dans les dernières journées où j'ai été coupé. Aller jouer à la Chine. À la Chine, j'ai eu une bonne année pour un 17 ans. On a été un club jeune. On a vraiment mangé notre pain noir cette année-là. Parce que l'année d'avant, il avait été en finale de la Coupe. C'était une reconstruction cette année-là. Tu sais, j'ai eu des bonnes statistiques, quand même 160 minutes de punition. Une coupe de bataille. On a appris à dur là-bas. L'année d'après, je suis retourné à Sherbrooke, j'étais en forme, mais on dirait que j'avais trop.
j'étais trop mindé, puis rendu sur place, j'avais un peu perdu ce feu-là. Puis je me suis fait quand même couper rapidement. À Sherbrooke, ils l'ont même dit qu'ils étaient déçus de mon camp. Que mes tests physiques étaient bons, ma première journée était bonne, puis la deuxième, troisième journée, j'étais un fantôme. Je suis retourné à la Chine. Puis à la Chine, ben, j'ai eu un début d'année vraiment difficile. Je me suis fait un peu barouapper d'un bord puis de l'autre. Une journée, tu étais sur la première paire de défense, l'autre journée, tu étais sur la troisième. Je me suis fait scratcher après 14 matchs. Ça ne marchait pas. J'ai même joué à l'attaque des matchs. Puis j'avais décidé que c'était fini pour moi le hockey, que si j'avais pas de plaisir, on s'entend, tu as 18 ans, tu joues junior 3, c'est pas la Ligue nationale qui t'attend. J'avais décidé d'accrocher mes patins. Puis une semaine après, je reçois un appel des Wildcats de Moncton pour me dire hey, on a besoin d'un gars, on se fait brasser, on a besoin d'un gars qui est physique. Moi, j'ai été à Moncton, mais comme attaquant. Je suis retourné à l'attaque, jouer aux Wildcats. J'ai fait une couple de mois là-bas. J'ai eu la chance de jouer avec Ivan Barbachev, Connor Garland, des gars comme Mathieu Olivier. Mon trio, c'était Mathieu Olivier, Zach McEwen. Moi, je suis le gars qui n'a pas fait la Ligue nationale sur ce trio-là. C'est deux gars qui étaient quand même tough. Puis à Noël, je jouais pas vraiment. Je jouais 5-6 minutes par match. C'est quand même tough quand tu as 18 ans et tu n'as pas beaucoup de temps de jeu. Puis on m'a dit, tu as le choix. Tu peux continuer à pratiquer avec nous autres. On va t'habiller une fois de temps en temps. Va jouer Junior A pour les Commandos de Dieppe. Puis moi, à 18 ans, j'ai ma blonde. Je me dis, il faut que je retourne à l'école. Il faut que je fasse de quoi de ma vie. J'ai décidé de reprendre mes affaires, puis ça ne me tentait pas de retourner à la Chine, vu comment ça s'avait terminé. J'ai été jouer André Laurando collégial. On a eu une bonne année. On s'est rendu jusqu'en finale. Malheureusement, on a perdu contre Sorel cette année-là, en finale. Puis là, rendu là, quand j'ai fini mon année scolaire, j'étais en gestion de commerce, puis j'apprenais pas rien de ce que ça avait rapport à la gestion de commerce. Moi, faire des cours de philo qui durent 3 heures, oublie ça, ça ne marche pas pour moi. Je suis retourné jouer dans le Junior 3A, mais avant ça, j'étais parti en République dominicaine. Je savais pas aussi que je m'en allais. J'avais aucune idée de ce que je faisais. La Chine avait été vendue à Gatineau. Gatineau m'avait libéré. J'étais agent libre. Je suis dans le sud. Je reçois un appel du directeur du recrutement de Victo. Moi, j'ai 19 ans. Il me dit on va peut-être te repêcher ou on va te signer comme agent libre. On aimerait ça que tu viennes au camp pour jouer à l'attaque. Amener de la robustesse. Tu as quand même fait une bonne job à Moncton le temps que tu as été là. Puis on a besoin de gars plus vieux qui peuvent amener du respect parce qu'il avait été chercher Maxime Comtois comme premier choix. Il y avait Pascal Laberge qui était jeune. Il y avait un bon noyau. Sam Blais était là. Il y avait un bon club. Je me suis présenté là-bas. Moi, je me dis, aller là-bas, je vais aller brasser. Je vais me pogner. Parce que c'est une de mes qualités. C'était de me pogner dans le junior. Puis je vais finir mes mises en échec. Je vais être fatigant. J'arrive au camp. Première chose qu'il me dit, Mario, tu ne peux pas te battre. Là, je joue ma game skills, que c'est pas ma force, mais j'avais quand même un bon camp. Sauf qu'il y a une affaire qui est arrivée pendant le camp. Il y a un gars, un Américain, Justin Schultz, qui joue, je pense, dans East Coast présentement. Il avait jumpé 2 gars pendant le camp. Puis là, moi, je voulais me battre avec. Puis on m'a dit, bats-toi pas avec. Mais je pense que j'aurais dû pas écouter les coachs. Tu sais, des fois, ils te disent, faut tout le temps que tu écoutes, mais des fois, il faut que tu ne l'écoutes pas pour faire cet edge-là. Puis rendu en concours, il y avait un autre gars qui s'appelait Trevor Stacy, un gars de Kanawaki, ultra tough. On jouait en concours, puis ça ne tentait pas de se battre cette journée-là, mais il brassait le monde. Puis moi, je suis un gars, si tu ne veux pas te battre, je me bats pas. Puis ça n'a pas marché. Ça finit que le capitaine de l'équipe, Tristan Pomerleau, il s'est battu avec Chase Harwell. Puis on s'entend un capitaine qui a 18 ans, il n'a pas d'affaire à se battre en concours. On a eu le message a été passé, puis je sens que c'était destiné un peu à un gars comme moi de pas avoir fait la job. Puis c'est qu'est-ce qui m'a valu de me faire couper du camp à la dernière journée. Puis après ça, je suis retourné Junior 3. J'ai été au Fort de Chambly au camp. Là-bas, ça n'a pas marché. J'ai demandé de me faire échanger
à quelque part où c'est que je pouvais aller. Puis là, je regardais un peu c'était quoi mes destinations. Puis j'ai des chums qui étaient à Gatineau, dont mon meilleur chum, Tristan Perrault-Gagnon, était là-bas. J'avais Mathieu Boilly, que je connaissais, du Phoenix de Sherbrooke, que j'avais essayé de me faire changer à Sainte-Agathe avec lui. Puis là, il me disait ah, viens-t'en à Gatineau. J'étais à Gatineau. Puis à Noël, l'équipe, ça allait vraiment pas bien. Puis moi, j'avais pu, comment je pourrais dire ça, on avait des dédommagements pour le gaz, puis l'équipe, vu que ça allait pas bien, ne voulait plus payer les dédommagements pour l'essence pour les joueurs. So, j'ai demandé une transaction. J'ai été à Granby. Puis à Granby, ben, c'était juste pas un fit. Les pratiques en après-midi, moi, j'avais déjà ma job. Je travaillais dans l'automobile. Il fallait que je vende la job pour y aller. Puis quand tu vends des chars, tu peux pas vraiment pas travailler en après-midi puis partir pour aller faire ta pratique à 4 heures. So, j'étais là 2 semaines. Après ça, je suis retourné à Gatineau. J'ai fait, regarde, moi, je suis pas bon de me faire payer. On va jouer les games, on va finir l'année. Puis à 20 ans, ben, j'ai décidé que je me concentrais vraiment sur l'automobile. J'ai été jouer avec mes chums junior 2A. J'avais été au camp à Senior 3 à Saint-Léonard d'Aston. Je n'étais pas prêt à 20 ans de jouer dans cette ligue-là. Les games que j'ai été jouer hors concours, des 3-4 batailles par match. Puis moi, ben, à cause que en 3 saisons, j'avais au-dessus de 450 minutes de punition dans le junior, ben là, tout le monde voulait se battre avec moi. Puis ça me tentait pas. J'ai été jouer junior 2 avec mes chums, on a eu du fun. On s'est rendu jusqu'à la Coupe Dodge. L'année d'après, j'ai coaché mes chums. Je me cherchais une place jouer. Puis il y avait une ligue qui s'appelait la Ligue de hockey Seigneur du Richelieu, qui devenait la Ligue de hockey Seigneur Élite. Je la connaissais pas. J'ai un des coachs qui s'appelait Scott Cannon, qui est devenu un ami dans le passé, qu'on coachait ensemble junior 2A, qui m'a référé au Red Knight de Marieville. J'ai joué là-bas pendant 2 saisons. La dernière année, malheureusement, le club a fermé. Il restait 2 matchs à saison. On venait de revirer l'année de bord. J'avais amené une couple de mes chums jouer à Marieville, puis on avait une bonne fin d'année. Puis là, on se fait dire 2 matchs avant la fin de l'année, ouais, ça prend 4000$ pour payer vos frais de ligue parce qu'il manque d'argent. Nous autres, on n'était pas au courant que le propriétaire avait laissé l'équipe sans payer les frais de ligue. On a eu la mauvaise surprise que pas de saison, pas de play-off. L'année d'après, l'équipe a été dissoute. J'étais joué à Waterloo, mais pendant ce temps-là, j'avais déménagé à Valleyfield. J'attendais mon premier enfant. C'était le voyagement, ça n'a pas d'allure pour moi, faire 1h50 pour aller jouer, 1h50 pour revenir. J'ai décidé de jouer en Ontario, à Cornwall. J'ai été jouer un peu là-bas pour rester en forme. COVID est arrivé, comme partout, pas jouer au hockey pendant 1 an et demi. En Ontario, on avait essayé de jouer, mais après un match, on s'est ramassé, je pense, 12 joueurs pognés à COVID. C'est la Ligue, ils ont flushé à la saison. Puis après ça, on a parti avec les Pipers. J'ai joué là-bas pendant 2 saisons. Puis, j'étais rendu à une étape, j'avais mon entreprise avec Akioto, on avait nos 2 garages, j'avais une coupe de sous mis de côté. Puis j'avais décidé que j'étais tanné de jouer dans des équipes qu'on ne gagnait pas, c'était pas tout le temps hyper bien organisé. Le scouting, c'était déficient, c'était tout le temps des équipes qu'on était en bas du classement. Puis je me suis dit, je vais me partir à une équipe. J'ai joué senior, junior, je connais beaucoup de personnes. J'ai parti mon équipe, une équipe d'expansion à Ville-Mercier. Au début, je voulais l'amener à Valleyfield, ça n'a pas marché. On a été à Ville-Mercier, partir l'équipe. Puis, j'ai amené des joueurs comme Jérémy Janto, qui a joué Ligue nord-américaine en France, en Magnus, pas en Magnus, mais en Division 1, qui a joué junior majeur. Nicolas Thibodeau, qui a joué en première division suisse, deuxième division suisse, qui a gagné la Coupe de Suisse. Alec Deblois, qui a gagné le championnat des pointeurs. Guillaume McSween, qui a joué plusieurs années en première division française, qui a gagné la Coupe du Président. Amener un gars comme J.P. Carey, c'est un vieux de la vieille qui avait une quinzaine d'années d'expérience dans le senior. Sinon, qui d'autre? J'en ai amené plein des gars. Nicolas Saint-Pierre qui avait gagné défenseur de l'année COVID dans le Junior 3. On avait vraiment une belle équipe de hockey cette année-là. On a perdu en demi-finale contre Waterloo, qui est une équipe avec des plus gros moyens que nous autres au niveau des joueurs. Mais ça ne nous a pas empêché l'année d'après, malgré
que je considère l'équipe, c'était mon argent. Là. Je sais c'était quoi le budget. Je me considérais comme les Aces d'Oakland. On amenait des gars qui étaient là pour les bonnes raisons, qui voulaient gagner, que ce soit un gars comme Vincent Gervais qui nous a eu une grosse année. On amenait après ça un gars comme Kevin Bergeron qui avait joué junior majeur, qui a un record midget 3 de points en série éliminatoire ou de match consécutif avec un point en série éliminatoire. On a amené aussi Derek Hamelin qui a joué 5 saisons NCAA Division 1, qui a joué une année Division 1 en France. On a vraiment rajouté beaucoup de talent, des gars qui étaient dans... Parce que pour moi, construire une équipe senior, tu fais pas ça juste avec des gars de 35 ans ou juste avec des gars de 20 ans. Ça te prend un tout. Ça te prend des jeunes, ça te prend des gars qui ont dans le range de 26 à 33 ans, puis des vétérans un peu plus vieux, pour que quand tu es dans des moments que c'est plus tough en tant qu'équipe, que tes vétérans peuvent se lever dans la chambre parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas juste être le coach. On avait Jean-François Thibodeau comme coach les 2 premières années avec Bastien McNichol qui coach aussi les Hawks de Mirabel, qui ont été 2 fois en finale dans la Ligue d'hockey-ball nationale. Puis, on avait quand même une belle organisation de Quad Sharp. C'est quand on est arrivé en playoff, les gars, tout le monde a clinché. Parce qu'on n'avait pas tant eu une bonne fin d'année, cette année-là, l'année passée. Puis en plus, on déménageait à Sainte-Martine pour les séries. Puis, on a vraiment clinché en série. Puis, Vincent en a parlé dans le dernier podcast. Première ronde, on a perdu le premier match des séries. Deuxième ronde, on était 1-3. En finale, on était 0-2. On n'a jamais paniqué. On est arrivé prêt à chaque match. On s'est préparé. Moi, j'avais arrêté de jouer en finale parce qu'en Game 3, GF était parti coacher son club de M18 à Québec. Parce que là, moi, en tant que propriétaire, en tant que gars qui se fait longtemps qu'il fait du hockey, j'ai décidé que je prenais le lead. J'ai été en arrière du banc en chef. On a gagné le match 3 pour amener la série 2-1. Après ça, on n'a jamais regardé en arrière. Je pense qu'on n'a jamais tiré de l'arrière dans la série après ce moment-là. Puis je suis resté comme assistant coach pour GF, pour l'épauler, puis Bastien. On a gagné la coupe. Après ça, moi, je t'ai rendu à une étape. Tu gagnes la coupe. L'année d'après, ça va être... Tu sais qu'il y a plusieurs gars qui vont prendre leur retraite, qui sont quand même des gars plus vieux, qui sont dans la trentaine, qui ne veulent pas revivre les sacrifices parce que c'est tough de gagner une coupe, que ce soit junior, senior, nord-américaine, professionnelle. C'est beaucoup de sacrifices. Les gars jouent 2 games par week-end, 3 games par week-end. Il y a des bobos. En finale, on avait 2 physios à tous les matchs. On avait 2 physios à tous les matchs qui massaient les joueurs parce qu'on était maganés de tout bord de côté. Guillaume McSween n'était même plus capable de faire un tir frappé à cause qu'il avait le coude tout fini pendant la finale. Nicolas Thibodeau, il y avait des bleus partout. On était scrap. Janto, il a des blessures qui viennent de finir de régler cette année, tellement qu'il était magané en finale. Puis là, cette année, pendant l'été, j'ai pris la décision de mettre l'équipe en vente. J'ai vendu l'équipe à Marc Roy. Moi, au début, je ne savais pas s'il voulait me garder, s'il voulait que je reste. Il m'a offert de rester pendant une saison. Puis il m'a dit, regarde, tu vas prendre la job de coach en chef, tu vas rester GM. Ça va être encore ton équipe sur la glace, ta montre, tu fais ce que tu veux. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on y va avec les moyens du bord. On est quand même un petit marché dans la Ligue de hockey senior élite. On n'a pas de budget pour payer des joueurs. Alors, on a été chercher vraiment beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont sorti du Junior 3, du CIS Division 2, du Collégial 3, pour faire un noyau plus jeune. Cette année, on est vraiment plus jeune. Je pense que notre moyenne d'âge a descendu de 4 ans comparativement à l'année qu'on a gagné la Coupe. On a eu un bon début de saison. On était premier de la Ligue après 10 matchs. Malheureusement, on a eu un drop au niveau des performances de l'équipe. Je pense qu'on a eu la chance de se parler dernièrement, les joueurs, de se préparer.
Puis demain, on joue notre dernier match de Saint-Jonvière. Puis après ça, de rentrer en série avec la bonne attitude. C'est vraiment ça mon parcours là. Il nous reste un match, après ça, c'est série. Puis on verra l'année prochaine c'est quoi le prochain défi. OK. Une excellente présentation. Fait qu'on va commencer par la première question. Oui. Je sais qu'aussi, t'as mentionné que tu avais accroché tes patins et une semaine après, tu as été appelé par le Wildcat de Moncton. Est-ce que c'était quelque chose dont quoi tu t'en attendais? Zéro open bar parce que moi, j'avais accroché mes patins. Il me restait 2 bâtons de hockey. J'ai été jouer pour le fun un week-end dans Junior B en Ontario. Mm-hmm. Ça, je m'y attendais aucunement. Si je me trompe pas, j'étais en train de faire préparer mes cadeaux de Noël. C'était au mois de novembre. J'étais en train d'acheter des cadeaux de Noël. Je reçois un appel de François Lacombe, qui est un gars de la Chine qui était recruté à Moncton. Puis François, il me disait « Hey Mario, je sais que t'es plus à la Chine, junior 3, mais je voudrais savoir, t'as-tu le feu? Tu veux-tu jouer junior majeur? On te donne ton break. » Parce que tu sais, dans la vie, le hockey, ça te prend juste un break pour faire une étape de plus. Tu te ramasses avec des portes fermées. Puis là, quand quelqu'un t'ouvre une porte, il faut que tu rentres dedans. Ça, j'ai dit à François, regarde, j'ai combien de temps pour me préparer? Parce que pendant un mois et demi, je n'étais plus dans le gym, je faisais plus rien. J'avais pas de plaisir à jouer au hockey à la Chine. Il m'a dit, il faut que tu ailles là vendredi. Il m'avait appelé dimanche. Okay. J'ai dit, OK, pas de trouble. J'ai appelé mon ancien gars qui s'occupait de ma préparation physique. J'ai dit, je m'en vais junior majeur, il faut que je m'entraîne. Il me dit, t'as combien de temps? T'es combien de livres out of shape? Je dis, ben, j'ai perdu, j'étais arrivé à Sherbrooke, je pense que je pesais 227 livres, mais j'étais en shape. Là, je pesais 215 livres out of shape parce que j'ai tout perdu ma masse musculaire. Ils disent, on a 4 jours. Ils disent, parfait, 3 jours intenses, on va te bourrer, on va te remettre clean pour que tu puisses t'en aller là-bas. Le vendredi, je jouais contre Shawinigan, contre Anthony Beauvillier. Il y avait une espèce de méchant bon line-up cette année-là, Shawinigan. J'étais arrivé là-bas. Après ça, mon préparateur physique m'a dit il faut que tu suives ce plan d'entraînement-là pour continuer à être en shape. Puis je m'y attendais pas. C'était vraiment out of nowhere. Même au début, si c'était pas que c'était François Lacombe qui m'appelle, j'aurais pensé que c'était une blague. Okay. Parce que je m'attendais aucunement. Puis dans le passé, mon chum Simon Desmarais m'avait fait une joke que Sherbrooke m'avait échangé au Saguenay-Chicoutimi. Puis j'étais en train de pacter. Quand j'avais 17 ans, j'étais en train de pacter mes valises pour m'en aller à Chicoutimi. C'est juste à dire que si c'était pas François Lacombe qui m'appelait, j'y croyais pas. Je disais, c'est une joke. Quelqu'un m'aurait appelé en anglais, je l'aurais pas pris. Mais vu que c'était François, j'y croyais. Ah, OK. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as joué avec Ivan Barbachev qui a remporté la Coupe en 2023. Oui. Connor Garland et Mathieu Olivier. Comment étaient tes relations avec ces joueurs-là? Ben, Ivan, c'était super sharp. Je le liftais même aux pratiques parce que lui, il n'avait pas de véhicule. J'allais chercher à sa pension, je l'amenais au game. Quand on allait manger au restaurant avec les boys, avec les Québécois, les Américains, des fois, ils venaient. Ivan, il venait tout le temps parce que il y a de quoi de mieux à faire, lui, à Moncton. Oui, il y avait sa femme qui l'avait suivi à Moncton, mais il était tout le temps gentil, bon gars. Lui, il avait son contrat NHL, puis il mettait du gaz dans mon char pour y faire des lifts. Là. Il me disait pas... il me disait pas, hey, Duxie, pay the gas. Non, c'était, hey, I take care of it. Il foulait mon char le lundi, j'allais le porter aux pratiques. Matt Olivier, après tous les pratiques, on faisait du sparring de bataille, moi puis lui. Puis dans le gym, c'était un monstre. Moi, je suis arrivé pas en forme, puis il fallait que je sois dans le gym avec Matt. Puis moi, je suis pas le gars le plus fan de l'entraînement physique. Il fallait que je me paye un entraîneur privé pour m'entraîner, sinon je serais resté à jouer aux jeux vidéo.
Mais Matt, lui, il me poussait à m'entraîner Quoi, lui, on faisait pratique, il restait 1h30 dans le gym. À un moment donné, j'étais comme, bon, c'est assez là. Mais tu sais, si tu vois le pourquoi que ce gars-là, il joue dans la Ligue nationale, parce que Matt, à 19 ans, il n'a pas eu une grosse année côté points. Si je ne me trompe pas, même Princeville l'avait drafté dans la Ligue Junior 3. Il a eu la chance d'aller jouer à Sherbrooke à 20 ans. Il a eu une bonne année à Sherbrooke. Après ça, il est rentré direct dans la Ligue américaine. Tu sais, quand tu parles d'un gars qui a tout le temps été mindé, qui avait un objectif de jouer dans la Ligue nationale, lui, ça l'est. Parce que c'était pas le meilleur hockey sense, mais le plus travaillant, c'est le plus intense avec qui j'ai joué. C'est un vrai. Je peux juste dire bonnes choses. Puis pour qu'est-ce qui est de Garland, ben, c'était un espèce de joueur de hockey, mais moi, personnellement, je n'étais pas son favori. Puis regarde, Okay. it is what it is. Là, je ne rentrais pas dans le sujet, mais ça reste, c'est tout un joueur de hockey. Puis il y a la carrière qu'il a parce que de son talent, il y a quand même, je pense, 2 saisons de 130 points junior majeur. Donne-moi-en, je suis même pas sûr que depuis Crosby, il y a des gars qui ont 2 saisons de 130 points junior majeur. C'est du talent à l'état pur, les mains, ralentir le jeu quand il rentrait dans la zone. Il n'y en avait pas dans la ligue qui avait ces capacités-là. Yeah. Je sais qu'aussi, c'est intéressant aussi, c'est que Ivan Barbachev a réussi à remporter 2 Coupes Stanley, dont une avec les Blues de Saint-Louis et l'autre avec les Golden Knights de Vegas. Puis ce qui a aidé aussi à sa carrière, c'est avec les Golden Knights de Vegas que, disons qu'il y a eu plus de temps de jeu avec Vegas. Il a complètement évolué pour vrai. C'est vraiment intéressant pour vrai. Ouais, ben, Ivan, le monde ne le savent pas. Ben, ceux qui regardent les matchs des Golden Knights, ou qui le regardaient jouer à Saint-Louis, ou qui le voyaient jouer junior majeur, le monde parle dans le junior majeur que c'était tout un scoreur, tout un joueur de hockey, mais il est mean. Il frappe, il fait mal. Ouais, c'est vrai. Si tu prends le temps de regarder, il y a des grosses mises en échec aussi, junior majeur. Il s'est battu 2 fois. Il a donné 2 volets au gars. Il est vraiment là, il n'a pas de l'air de ça parce que à la face du gars gentil, il n'a pas de l'air méchant pour 5 cents, mais il est raide. Quand il frappe, il fait mal. Il a tout un tir. C'est un joueur de hockey. C'est un vrai joueur de hockey, Ivan Barbachev. Il a tous les outils. Il est rapide. Il frappe. Il a des mains. Il a hockey sense. C'est le total package. Tu me dirais, c'est qui le joueur le plus complet qui t'a joué junior majeur? C'est Barbachev. Oui, c'est sûr. Puis je te crois vraiment parce que je sais que je me rappelle en 2019, quand les Browns et les Blues s'avaient affronté, Barbachev, il frappait vraiment beaucoup. Puis c'était un joueur qui était très physique. Là. Ouais, puis la mise en échec qu'il a faite avec Sam Girard, que je pense qu'on a vu pendant 1 an passer les meilleurs checks de l'année dans la Ligue nationale. Quand il décide de frapper quelqu'un, il fait mal. Oh oui, c'est sûr, c'est sûr. Je sais que tu as affronté Anthony Beauvillier dans la LHJMQ. Comment ça a été ton affrontement face à Anthony Beauvillier? Ben, première des choses, on jouait à domicile. OK. C'est quand il était sur la glace, j'étais pas sur la glace. Ah, OK. Je n'étais pas matché contre lui, mais on a joué contre Midget Espoir. Lui, il avait 14 ans. Il jouait Midget Espoir. Il jouait à une année plus vieux. Il jouait pour Antoine Giroir, le club Midget Espoir. Puis Midget Espoir, moi, je jouais à défense à Charlemagne. Puis là, j'étais plus matché contre son trio. Son trio, je ne me trompe pas, il y avait... Mon Dieu, c'était-tu Waked qui jouait avec lui? Je pense qu'Antoine Waked jouait avec lui, ou sinon... ouais, il me semble... Ou non, c'est pas vrai, Waked, il jouait à Domortin. Mais Beauvillier, c'était tout un joueur de hockey. Je ne me trompe pas, il a fini deuxième pointeur de la Ligue. Cette année-là, il a fait vraiment... parce que le premier pointeur, je ne me trompe pas, c'était Félix-Antoine Savage ou Beauvillier. Puis c'était tout un joueur, le hockey sense.
sais, moi, quand j'ai joué contre mes Jet Espoir, j'ai dit à mon père, ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Il voit Mhm. toute sa glace. Il est intelligent. Il avait joué un match des meilleurs espoirs. Il a fait une saucer back-end sans regarder direct dans le slot. Puis le gars, il a juste one-timer, merci, bonsoir. Tu sais, c'est vraiment tout un joueur de hockey. Je me suis entraîné un été avec sa glace avec François Bordua. Puis Anthony, c'est du talent à l'état peu. Puis en plus, il y a un côté fatigant sur la glace. Il est pas le fun à jouer contre, même s'il mesure quoi, 5 et 9, 5 et 8. Il est fatigant. C'est un très bon joueur de hockey. Puis c'est pas pour rien, je me trompe pas. Il est rentré dans la Ligue nationale à New York à 19 ans. Là. Oh, oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Euh, je sais qu'aussi, tu as joué avec l'Inuk de Granby. Quelques matchs. Comment a été ton expérience suite à ça? Ben, à Granby, comme que je t'ai dit, je me suis fait échanger là-bas. Moi, parce que j'avais demandé une transaction. J'avais demandé d'aller dans 3 équipes. J'avais demandé soit d'aller à Valleyfield, Longueuil ou Granby, vu que c'était sa rive sud. Ok. À Granby, quoi, je savais pas que les pratiques étaient en après-midi, puis moi, je travaillais. Ça marchait pas. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai joué 2 games, ça a quand même bien été. Puis après ça, c'était juste pas un bon fit pour moi personnellement. Où c'est que j'étais rendu dans ma vie, je pouvais pas faire les sacrifices d'aller pratiquer en après-midi puis pas pouvoir travailler. Alors ça a fini que je suis retourné à Gatineau, c'est que j'allais pas aux pratiques, j'allais juste jouer les matchs. Ok. Ça, c'était plus fait pour moi. Puis, tu sais, Granby, ça a été parfait si les pratiques auraient été le soir à 8 heures, comme que c'était à la Chine. Tu sais, je serais resté, mais malheureusement, je ne pouvais pas rester à cette place-là, malgré que c'était une des belles organisations de la Ligue de hockey Junior 3. Ok. Je sais qu'aussi, tu as joué avec les Flames de Gatineau. Quel a été ton meilleur moment suite à ça? Ben, à Gatineau, il avait racheté la Chine, puis il Ok. avait tout libéré les joueurs. J'ai pas compris vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben franchement, tu sais, quand tu achètes un club, tu as une liste, tu échanges les joueurs, tu les libères pas. Ça, c'est dans mon livre à moi, mais je pense qu'ils voulaient juste amener des gars locaux. Ok. Mais moi, j'ai vraiment eu du fun. Ça a été quoi, j'ai amené, comme je te dis, j'ai joué avec mon meilleur chum pendant 1 an. Lui, il habitait à Brossard, moi, j'habitais à Ville-Sainte-Catherine. On montait ensemble une fois par mois en pratique. On allait au game ensemble. Des fois, quand il neigeait, on restait à Gatineau, on dormait chez le propriétaire, on sortait, on avait du plaisir. On avait vraiment une bonne game de boys. C'est plate parce qu'on avait un bon début de saison. Même moi, j'avais un bon début de saison. J'avais commencé la saison. Je pense que j'étais dans les 5 premiers pointeurs des défenseurs après 15 games. Après ça, j'ai pas fait de points quasiment du reste de l'année. Mais c'est vraiment les raids de char avec mon meilleur chum pour monter au game. On revenait, on arrêtait au McDo. Les discussions qu'on avait, on écoutait du bon vieux Luke Bryan dans le char. J'ai vraiment bien été traité malgré que l'équipe pensait avoir plus de succès sur la glace, plus de succès aussi dans la vente de billets. Puis, j'y ai retourné sans être dédommagé pour mon déplacement. Parce que le groupe de propriétaires, le groupe de boys, il était vraiment à sa coche, là. Ok. Je sais qu'aussi, tu as joué 2 saisons avec les Red Knights de Marieville. Je sais qu'aussi, tu as aussi mentionné que tu as appris que l'équipe allait fermer 2 jours avant la saison qui Ouais, se ben, termine. 2 semaines avant la fin de la saison, il 2 semaines. restait 2 matchs. Ok, il restait 2 matchs, je veux dire. Euh, Quelle a été ta première réaction suite à ça? Euh, Découragé, parce que, tu sais, quand tu t'en vas à tous les fins de semaine jouer à une place, tu sais, tu te fies à ce monde-là. Tu sais, tu veux jouer au hockey. Si tu continues à jouer au hockey senior, c'est à cause que tu as la passion de la game. Mhm. Avoir 2 semaines avant la saison, parce que nous autres,
On a commencé l'année, on était 0-8. OK. Même celui qui avait repris l'équipe parce que le propriétaire avait quitté. Mais comme je te dis, on n'était pas au courant qu'il n'y a rien qui était payé. Puis on était 0-8. Moi, j'avais été voir celui qui avait repris l'équipe. Puis j'ai dit, regarde, moi, j'ai plein de chums que je peux amener dans l'équipe. On va amener, je vais amener tel gars, je vais amener tel gars. Après ça, on en amène un autre. On avait Maxime Boisclair qui avait gagné un championnat des pointeurs dans la Ligue nord-américaine, qui a des saisons de 50-60 buts junior majeur. Il était venu jouer avec nous autres. Louis-Philippe Martin qui avait été drafté au Centre de Buffalo, qui avait joué les moins de 18 ans. Mon chum Tristan Perrault-Gagnon qui a brûlé la Ligue le temps qu'il était avec nous autres. On avait fini, je pense, les 10 derniers matchs. Parce qu'on s'est fait sortir, il restait. Je pense qu'on a gagné quelque chose comme 7 de nos 10 derniers matchs avec le club ferme. So, nous autres, on était vraiment motivés, puis on avait joué contre des grosses équipes qu'ils nous auraient lavé au début de l'année 12-0, 12-2, whatever. Puis on était compétitifs aussi contre ces équipes-là, malgré la défaite. Ça a vraiment été une déception de ne pas pouvoir finir cette année-là parce que je pense qu'on aurait pu jouer en série puis gagner au moins une ronde avec l'équipe qu'on avait. Ah ouais, c'est sûr. En même temps, c'est vraiment triste, surtout voir ça, une organisation que ça allait super bien vers la fin de la saison. Être vendu, surtout apprendre ça vers deux semaines avant la fin de la saison. C'est ça, on a été dissous. Au début, il y avait 2-3 gars, dont moi, on s'est demandé, on achète-tu l'équipe? On se fait dire, c'est 4000. Là, on se dit, OK, on met tout le monde, on met environ 1400$ de nos poches. Moi, j'avais un peu d'argent, j'avais un autre de mes chums qui avait de l'argent, un autre qui avait de l'argent. Puis on s'est dit, tu sais, les gars, ils étaient tellement frustrés de la situation qu'on s'est ramassé la dernière game qu'on a joué. Je pense que la moitié des gars sont pas venus. On a fait, oublie ça, on ne paiera pas pour se faire sortir en première ronde. Ça a juste fini, l'équipe a été dissous. On s'est ramassé tout un draft de dissolution. C'est là que j'ai tombé à Waterloo. OK. Je sais que aussi tu t'es ramassé à Waterloo comme draft. Mm-hmm. Est-ce que c'était une organisation dont quoi tu t'en attendais? Je m'y attendais parce que une des personnes qui était dans le staff pour le recrutement, c'était un joueur qui était à Marieville. Okay. On avait été manger ensemble, puis il m'avait dit quel joueur il faut ramasser pour avoir une bonne équipe, parce qu'il y avait eu 3 équipes qui avaient été dissoutes pour le draft, puis il y en avait 2 qui rentraient, si je ne me trompe pas. Ça, c'était pas mal moi qui avait fait la liste de qui qu'il fallait piquer. Puis, c'était pas une surprise. Là. Je savais que j'allais à Waterloo. Les autres équipes qui m'avaient contacté, je leur avais dit que s'ils me prenaient au draft de dissolution, j'accrochais mes patins, je jouais plus au hockey. Okay. Mais, je m'attendais pas à rester là seulement 6 matchs. Mon fils y est arrivé, puis c'était juste pas possible pour moi de faire 1h45 de route avec un bébé à m'occuper. Là. Je sais qu'aussi tu as joué pour les Pipers. Qu'est-ce que tu as le plus retenu? Le plus retenu, on a eu des saisons quand même coup-ci, coup-ça. On avait des bons joueurs, mais on n'avait pas un assez bon corps pour gagner contre les bonnes équipes. Parce que maintenant, tu jouais contre une équipe comme North Dundas. North Dundas, dans leur équipe, il y avait 3 gars qui avaient joué Ligue américaine, 5 gars qui avaient joué universitaire canadien. Leur moins bon joueur avait joué Junior 3. Tu sais, te donner une idée, je pense qu'il y avait 3 gars draftés NHL dans leur équipe, dont le frère d'Eric Gottbrenson qui était là. C'était vraiment toute une équipe. Nous autres, on n'était pas équipés pour jouer contre eux, malgré qu'on avait un gars comme Maxime Sauvé qui avait été drafté 2e ronde à Boston, qui avait joué Magnus en Allemagne, des bonnes saisons junior majeur, joué une game à Boston dans la Ligue nationale. Mais tu sais, on n'avait pas
l'équipe pour gagner. Puis, comme tu vois, on se faisait sortir en première ronde des séries. Mais j'ai eu du fun avec les boys parce que à Glengarry, il y a plusieurs de mes chums du Québec qui sont venus jouer avec moi en Ontario. On a eu du plaisir malgré qu'au niveau du classement général, c'était pas qu'est-ce qu'on voulait. Ok. Je sais qu'aussi avec le Crédit Oui, t'as joué 2 saisons. Je sais qu'aussi en 2025, l'année passée, vous avez remporté un championnat. Euh, Comment a été ta réaction suite à ça? Ben, regarde, quand tu es propriétaire de l'équipe, que c'est tes sous, ton temps, les sacrifices que tu fais, tu sais, parce qu'il n'y a personne qui a levé la main pour dire Hey Mario, je vais être ton partner, on va le faire à deux le club, on va. J'ai des chums qui m'ont aidé, tu sais, Cédric Lortie m'a aidé pendant 2 saisons au niveau du recrutement. Il est venu m'aider comme annonceur pour m'aider à sauver de l'argent de ce côté-là. Et il y a vraiment eu plusieurs chapeaux pour m'aider pour que ça me coûte le moins cher possible. Puis, c'est de les joueurs, tu sais, de convaincre des gars comme Nicolas Thibodeau de choisir de venir jouer chez vous quand ils pourraient aller jouer dans la Ligue nord-américaine à Jonquière. Tu sais, c'est où aller jouer à la Chambre de Terrebonne. Parce que quand on a signé Nicolas, en dedans d'une semaine, on le signe. En dedans d'une semaine, Marquis de Jonquière le repêche, la Chambre de Terrebonne le repêche. Tabarouette. Tout le monde m'écrit Tu viens de te faire voler Thibodeau. Ok. Puis moi, Nick, j'ose avec, il me dit Ah, je viens chez vous, t'inquiète, c'est parfait pour moi. Ma femme est contente, moins de voyagement. On est devenus vraiment proches, moi puis Nicolas. C'est beaucoup aussi des joueurs que tu penses qui vont être là avec toi pendant toute l'année, qui décident d'aller soit jouer dans le Senior 3 ou dans d'autres ligues. C'est plusieurs. J'appelle pas ça des revers personnels, mais j'appelle ça des obstacles. Puis c'est des affrontés. Puis là, tu te ramasses à la fin. On a gagné en prolongation, deuxième prolongation, match 6. J'étais en arrière du banc parce que j'étais plus capable physiquement d'aider l'équipe sur la glace. Je jouais quasiment plus en demi-finale puis en finale. C'est d'être en arrière du banc, d'aider. Quoi, j'avais la deuxième prolongation, j'avais dit à GF, hey GF, on va faire telle affaire. On avait gardé Nicolas sur le banc, Thibodeau, parce qu'on voulait le reposer, il était brûlé. Si on l'avait gardé 2 chiffres sur le banc, on avait envoyé Gento faire un chiffre avec un autre gars. On a ramené Gento sur le banc, puis on l'a retourné tout de suite avec Thibodeau. On a scoré, quoi, le tir, c'était un one-timer direct top corner. Quand je suis embarqué sur la glace, c'est vraiment la pression qui a tombé. Je ne sentais plus mes jambes. C'est des larmes de joie avec tous ces boys-là, que c'était des guerriers du début à la fin, qui se sont sacrifiés. Il y en a que ce soit une mise en échec, un block shot, une bataille, défendre son chum, d'aller à la guerre. Puis c'est la consécration parce qu'on a tout le temps été les négligés, que ce soit encore en demi, en finale. On était négligés, personne ne voyait gagner. Puis c'est la consécration. Tu sais, je te donne un exemple, un kid de 21 ans, Jean-Thomas Turc-Tremblay, il a gagné 2 coupes Napa dans le Junior 3 à Longueuil. Puis même lui, on dirait qu'il y a eu pas une chute de pression de quoi, mais il était plus capable de bouger. Il se tenait les jambes parce qu'il était plus capable de patiner. Il a fallu l'aider à aller faire la poignée de main finale. Puis c'est des souvenirs qui vont rester gravés à ma mémoire, que ce soit tous les boys cette année-là qui ont été à la guerre ensemble. Le party de la coupe qu'on a eu au terrain de golf à Armstown qui appartient au père et à l'oncle de Nicolas Saint-Pierre. C'est une journée de même, c'est inoubliable.
On est arrivé là-bas, jouer au golf à 1 heure. Après ça, on a fait venir camion de pizza. On a eu du plaisir, parler de toutes les affaires de la saison. Puis de dire, cette gang-là, elle va rester la plus belle gang de hockey que j'ai eue de ma vie. Il y en a, c'était déjà mes chums avant. Puis il y en a qui sont devenus vraiment des chums après ça. Il y en a que ça va de rester des amis pour la vie, que je sais que je vais pouvoir tout le temps les avoir de mon bord. Là. Ah ouais, c'est sûr. Puis, bon, honnêtement, ça a dû sûrement être incroyable aussi. Surtout que pendant la série, vous étiez en retard de 1-3, en finale un retard de 0-2. Tout revenir là-dessus puis gagner, ça doit être un moment qui est inoubliable. Ben, tu sais, c'est tout ça. Puis quand je te parlais de mon chum Tristan, tu sais, moi, mon chum Tristan, il est décédé au mois de février cette année-là. Mhm. J'avais toujours rêvé qu'il vienne jouer dans notre club, mais là, il habitait à Sherbrooke. Puis ça a comme rajouté un minding de dire cette année, il faut gagner. Je veux que cette année-là, elle reste marquée dans ma vie, de ma dernière saison de hockey, de gagner un championnat pour mon chum, pour moi, pour les boys, pour tout ce que j'ai vécu comme épreuve dans ma vie au niveau du hockey, des déceptions, des frustrations, des portes qui se sont fermées, que je me dis que c'est pas la Ligue nationale. Sauf que, au bout du compte, lever un championnat, quelle que soit la ligue, c'est un sentiment que tu n'oublies jamais. C'est vrai, c'est vrai. Surtout après les épreuves aussi. Surtout les gens qui ont vraiment vécu des épreuves assez difficiles, surtout de la frustration, beaucoup de déceptions, puis qu'aujourd'hui, ils réussissent à en faire remporter un championnat. Ça, c'est vraiment incroyable, là, surtout. Non, tu sais, c'est comme Janto. Tu sais, lui, à son année 20 ans, il a perdu en finale contre Longueuil. Tu finis Mhm. ta carrière junior sur une défaite. Ça a pris 10 ans avant qu'il puisse vivre même plus que 10 ans. Quoi, il y a 33, je pense, Jay. Tu sais, OK. 13 ans à retourner en finale dans sa vie, puis dans la fin de 20 championnats. Tu sais, t'as pas 50 opportunités de gagner un championnat. Mettons, C'est vrai. les kids à Longueuil en ont gagné 2, mais rendu senior, tu vas-tu en gagner un? Tu vas-tu pas en gagner? C'est C'est vrai. juste d'être dans la bonne organisation, au bon moment, que les joueurs, les 20 gars qui sont sur le line-up, c'est prêt à aller à la guerre ensemble. Puis cette année-là, on aurait pu battre n'importe qui. Mhm. Il y a pas un club senior dans la LHSE qui aurait pu nous battre cette année-là parce qu'on était un groupe tellement soudé. Tu sais, on a des games là, que ça allait pas bien. Puis les vétérans dans la chambre, là, le coach n'avait pas besoin de parler. Le Ah, coach c'est n'avait pas besoin de parler. La chambre était là. Elle était là. C'était soudé, tout le monde ensemble. Même si on a une game qu'on perdait, tu sais, on a perdu la game 1 contre Fire, on s'est fait rosser. On n'a pas de chair rondelle. Là. On n'a pas de Mhm. show puck. Mais les gars, ils étaient quand même mindés. Personne qui s'est dit à son, là, s'est fait laver 5-1, on n'a pas de show puck de la game. C'est fini. La game 2, on perdait 3-0 après une période. On a perdu 3-2. Mais tu sais, la première période, c'était 3-0. Tout le monde avait pu dire, OK, c'est fini, on arrête. Tu sais, c'est du senior. Pourquoi je vais avoir mal? Pourquoi je vais avoir mal? Mais les gars, on était rendus à l'étape que whatever it takes. Whatever it takes, c'est all in. S'il faut que j'aie mal le lendemain à Josh, je vais avoir mal. Je vais la faire la block shot. S'il faut que j'en bloque une avec le front, je vais le faire avec le front. Puis Mhm. on s'est backé en équipe parce on était moins robuste que Farnham. Je pense qu'on avait une moins bonne offensive, mais on avait une chimie d'équipe qui était inégalable. Ah, c'est sûr. Euh, je sais qu'aussi, je pense que tu avais été président d'une équipe, je pense, ou propriétaire d'une équipe. Ouais, ben le Crédit oui, c'était à moi. Je l'ai Ah, ok, c'est vendu. à toi.
Ouais, c'était mon club. Pour ça, je te dis, le sentiment de fierté d'avoir gagné ce championnat-là en tant que propriétaire, GM, j'ai coaché cette équipe-là, j'ai joué dedans, tu sais, j'ai réalisé ça. Là, je l'ai vendu cet été. Tu sais, c'est plus à moi. C'est sûr que c'est plus moi, c'est plus mon show. C'est plus moi qui prends les grosses décisions parce que c'est plus mon argent. Ok. Mais, tu sais, ça reste que c'est quand même l'équipe que j'ai donné le plus de temps de ma vie. Mhm. Si tu regardes mon parcours, il n'y a pas une place que je suis resté plus que 2 ans, là, que ce soit junior, senior. Tu sais, mes 3 ans avec la chez Crédit Oui, c'est le nom de ma business, une de mes business Crédit Oui, que j'ai mis mon image d'entreprise là-dedans, que j'ai donné 100% de mon temps pour vivre des moments comme que j'ai vécu. Puis là, cette année, en tant que coach, je me donne à 150% pour cette équipe-là. Puis là, c'est d'amener le groupe de joueurs, mes jeunes, parce qu'on est une équipe beaucoup plus jeune, à comprendre qu'ils ont l'opportunité de jouer au hockey, pas dans une ligue de garage, de jouer dans une ligue senior, compétitive. Puis, t'en as combien d'années qui te restent à jouer? T'en restes-tu une? T'en restes-tu deux? T'en restes-tu trois? Tu vas-tu Mhm. encore avoir la chance de pouvoir jouer senior? Puis c'est la même chose que les gars pensent, que ce soit dans la Ligue senior 3, dans la Ligue nord-américaine. Il t'en reste combien de temps à pouvoir continuer à jouer dans un niveau élevé avant de te dire, bon, on joue dans une ligue de garage à 9h30 du soir le mardi, que ta femme n'est pas contente parce que tu t'en vas jouer à 9h30 du soir le mardi. On a l'opportunité de continuer à faire ça. En plus, dans notre coin aussi, que c'est tough faire du hockey senior. T'sais, on est proche de Montréal, c'est pas comme des ligues. Je regarde la ligue de la Côte-Nord, que Bécomo, il joue à l'Arena du Drakkar. Il y a 2500 personnes dans les estrades. Tu vas dans la Ligue de la Gaspésie, il y a des games à 1000 personnes, 1500 personnes. Nous autres, là, on a 300 personnes dans les estrades. Là, on est content d'avoir 300 personnes dans les estrades. Si on est vraiment un petit marché, là, on a la chance de pouvoir jouer dans probablement le troisième plus haut calibre senior au Québec, puis de jouer chez nous. Tu sais, dans notre coin, c'est tous des gars du coin. Là. On est à 10 minutes. On n'a pas besoin de faire 3 heures de char pour aller jouer à Donnacona, à Lévis. On a la chance de jouer chez nous. C'est une opportunité que je veux que les kids comprennent que vont-ils avoir cette opportunité-là encore l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Je ne sais pas. C'est plus moi le propriétaire. Mais en tant que coach, en tant que GM, je veux qu'ils comprennent qu'ils ont une chance exceptionnelle de pouvoir jouer chez eux, devant leur famille, devant leurs amis, devant leur blonde, puis que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Oh, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Quels sont tes projets futurs? Ben là, cette année, je vais finir ma saison. Ok. Je vais finir ma saison. J'espère qu'on va rentrer en série, gagner un championnat. Puis après ça, je vais laisser toutes les portes ouvertes parce que l'équipe, elle m'appartient plus. Alors, si j'ai une offre intéressante, que ce soit dans une autre ligue, tu sais, moi, je laisse toutes les portes ouvertes. Je suis prêt à prendre d'autres défis. L'année prochaine, il y a zéro garantie que je vais revenir pour le Crédit Oui. S'il y a un défi, parce que moi, je suis un gars de défi dans la vie, que ce soit Senior 3, Ligue nord-américaine, si j'ai un téléphone, puis que c'est un défi intéressant, puis que je vois qu'il y a une mentalité pour gagner, parce que moi, c'est la première des choses. Je fais pas du hockey pour participer. C'est vrai. Je fais du hockey pour gagner. J'ai trop été dans des organisations qu'il n'y avait pas de but. Mhm. Puis si tu n'as pas de but dans la vie, tu n'es pas dans le bon domaine. C'est vrai. C'est vrai. Les 2 années que j'ai été propriétaire, je voulais gagner. J'ai perdu en demi-finale. OK, Waterloo avait un meilleur club que nous autres. Il était plus prêt que nous autres. Mais la frustration que j'avais en dedans de moi de dire, OK, c'est quoi le prochain step? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
pour amener l'équipe au prochain niveau. Il y a des équipes là, dans le senior, là, ils n'ont rien gagné pendant 10 ans. Nous autres, on l'a fait en dedans de 2 ans parce que j'ai une mentalité d'amener un projet au prochain niveau. Puis ça va être la même chose si je quitte Sainte-Martine l'année prochaine. L'équipe que je vais aller va falloir qu'elle ait cette mentalité-là, sinon j'irai pas. Moi, c'est winner, 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 winner. Être deuxième, ça m'intéresse pas dans la vie. Oui, c'est sûr. Puis c'est important aussi d'avoir beaucoup d'objectifs quand tu commences des projets. Hein. Ben ouais, si t'as pas d'objectif, fais juste pas le projet. C'est ça. Moi, à ma job, là, à mon bureau, là, regarde, je n'ai vécu des moments tough là, à mon bureau. Je n'ai vécu des semaines qui sont dures. Mais je me dis, tu as le droit d'avoir une mauvaise journée dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Tu as le droit d'avoir une mauvaise journée au hockey, d'avoir un mauvais match. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu peux faire que le prochain match va être meilleur? Puis, il faut que tu passes aussi avec la mentalité. Ça, je dis aux joueurs. Ça glace, là, tu peux avoir un mauvais chiffre. Mais quand tu arrives au banc, qu'est-ce que tu peux faire pour être meilleur? Comment tu peux être un meilleur joueur? Puis il y en a là, qui continuent à s'améliorer. Là. Il y a des joueurs là, qui sont dans mon équipe. Là, ils n'ont pas joué junior majeur, ils n'ont pas joué junior 3, ils ont joué junior 2A. Il y en a qui ont joué junior 3 sur une 4e ligne, sur une 3e ligne. Mais ils arrivent, puis à chaque match, ils s'améliorent, ils prennent un step, ils veulent aller chercher la chaise. Tu sais, Martin Saint-Louis, il l'a dit. C'est quoi ton edge? C'est quoi la limite que tu te donnes? C'est vrai, si ta limite, tu te dis, moi, je suis correct. Je suis correct sur une 4e ligne. Mais tu ne feras pas les sacrifices pour ton club. Tu ne feras pas les sacrifices pour ton club parce que tu ne feras pas l'effort d'être meilleur. Même si tu restes 104, moi, chez nous, ma 4e ligne, là, ça pourrait jouer 12 chiffres, 15 chiffres par game. Elle jouerait 15 chiffres par game. Moi, les joueurs qui m'en donnent le plus, ils jouent le plus. Mm-hmm. Si mon gars de premier trio, il se traîne les pieds, il ne joue pas. Il ne jouera pas sur le power play. Faut que tu le earnes dans la vie. Puis c'est sûr, il y en a qui ont plus d'habilité naturelle. Regarde, j'en avais pas de main. Puis moi, j'ai joué... c'est vrai, tu m'as jamais vu jouer, là. Mais, tu sais, ça pour dire, moi, là, hockey mineur, là, je me faisais couper. Je jouais dans le A la première année, je jouais dans le 2B la deuxième année. J'ai jamais joué dans le 2A. Mais si je m'aurais limité à ça, j'aurais pas joué junior 3, j'aurais pas eu la chance de jouer junior majeur. J'ai fait des sacrifices, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire pour aller atteindre le maximum de mon potentiel. J'avais pas le potentiel de jouer dans la Ligue nationale. Mais le monde disait, il jouera jamais junior 3. Il jouera jamais là. Mais j'ai pas écouté, j'ai fait des sacrifices, je me suis battu pour mériter qu'est-ce que je mérite dans la vie. C'est comme le monde c'est ça la vraie vie. Si tu te bats pas dans la vie pour mériter de quoi, tu l'auras pas. Puis même si tu l'as pas, au moins tu as essayé. Moi, j'ai essayé plein d'affaires dans la vie. J'ai essayé plein d'affaires dans la vie qui n'ont pas marché. Mm-hmm. Mais regarde, je suis rendu aussi que je suis rendu en tant qu'être humain parce que j'ai pas mis la barre là. Je l'ai mis là. Puis même si je me rends là, c'est mieux que si j'ai mis la barre là, parce que je vais me rendre là. C'est mieux de mettre des objectifs hauts. C'est vrai. De te mettre un plan, de dire, OK, voilà les étapes qu'il faut suivre pour me rendre à mon objectif. Et si je ne me rends pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Parce que ce n'est pas une ligne droite, la vie. Il y a des zigzags. Puis moi, c'est juste de le ramener sur la track. C'est de le ramener sur la track, puis de rester sur la track, puis de te dire, c'est là que je m'en vais. Si tu t'en vas de même, là, tu ne te rendras jamais parce que le chemin est pas mal plus long. Mais tu peux t'arrêter comme ça, hop, ça va tourner, tu te remets dans la track. C'est vrai. C'est le même que je le vois. C'est de l'affronter, puis dans une équipe de hockey, c'est d'amener 20 personnes, 25 personnes, parce qu'il y en a qui ne sont pas là tout le temps, il y en a qui sont scratch. C'est de toutes les amener, de dire, il est là l'objectif, on s'en va là ensemble, puis de t'assurer que tout le monde est dans le même bateau.
Ouais, effectivement. Puis c'est vraiment. Ça fait vraiment du sens, ton point de vue, surtout. Même aussi, quand tu fais des projets, comme je le mentionne, il faut que tu aies des objectifs. C'est sûr que tu n'auras pas tout du premier coup. C'est sûr que tu vas avoir des améliorations à faire, mais avec essai-erreur, c'est là que tu vas progresser, puis c'est là que tu vas apprendre de tes erreurs, Ben, puis regarde, Johnny, ton premier podcast, c'était-tu ton meilleur podcast? non, Bon, c'est un milliard de podcasts en podcast? exactement, Ben, c'est ça la vie. c'est vrai. Puis si t'aurais jamais. Mettons, là, ça fait combien de temps que tu le roules ton podcast? 2 ans, 3 ans? 4 ans. Ben, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Mettons, tu l'aurais parti aujourd'hui, là, Mhm. t'es 4 ans en retard. C'est vrai, c'est vrai. Là, t'es déjà à ta 4e année parce que tu as décidé de sauter. Puis probablement, tu as eu du monde que tu as voulu inviter, puis il te disait non. Puis là, maintenant, il te dirait oui. C'est Parce vrai, c'est que vrai. tu as décidé, je m'en fous d'avoir des refus. Je vais inviter du monde. C'est peut-être pas les personnes les plus hautes du monde, mais on va y aller étape par étape. Puis après ça, je vais upgrader mes invités. Je vais réussir à inviter des professionnels. Je vais réussir à inviter du monde influent. Tu sais, je suis pas la personne la plus influente que tu as invité, mais Exactement. tu m'as invité, puis j'ai accepté parce que j'ai vu, il y a du monde. Tu sais, j'ai du monde que je connais. Pat Chevret-Fils, il était là. Pat, il est venu gauler une game e-bug pour moi l'année passée. Il a Mhm. gaulé pour moi, Pat. Puis la semaine d'après, il était sur le banc pour le Canadien de Montréal. Oh, c'est vrai! Hey, Pat Chevret-Fils, c'est mon joueur avec le plus de visionnement sur Elite Prospect. Ça, c'est drôle à maudit. Mais tu sais, Ouais. ça reste que j'ai réussi à avoir du monde sur ton podcast qui sont venus avant moi. Puis je me dis, OK, le gars, il a eu des invités. OK, il prend ça à cœur. Je vais y aller. Ça va me faire plaisir d'y aller sur son podcast. Ben oui, ben oui. Euh, quel a été ton meilleur moment dans ton parcours? Ben, je me répétais la même affaire. Oui, ça a été le fun, le Midget Espoir. Oui, on a gagné un championnat, Midget Espoir. Oui, j'ai eu la chance de jouer Junior 3 chez nous, à la Chine. J'ai eu la chance de jouer aux Wildcats de Moncton, que, tu sais, mettons, quand j'avais 15 ans. Ben non, à 15 ans, je jouais Midget Espoir, je pensais que j'allais jouer Junior majeur. J'étais sur une liste Junior majeur. Ah, ok. Mais ça reste, c'est le championnat de l'année passée. Pour tout ce que je t'ai expliqué, l'adversité qu'on a vécue, le décès de mon meilleur chum. Ça a tellement été une année spéciale avec les boys, que les boys se sont ralliés à moi, qui voulaient gagner, oui pour eux, oui pour l'équipe, mais ils voulaient aussi gagner parce qu'ils savent les sacrifices que je fais d'être là. Je suis un père de 3 enfants. J'arrive tout le temps 2 heures avant les matchs, à part une game à Saint-Gabriel que je suis arrivé 15 minutes avant le warm-up. Mais là, il y avait du trafic. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis Ah, c'est ça. les games à 2h45, si Pierre-Luc Payette t'écoute le podcast et tu es encore là à ce moment-là, mais dans tes games le samedi, ce serait plus agréable. Mais tu sais, c'est vraiment là, la coupe. C'est la joie. Puis tu sais, on est rendu à un âge que tu peux boire de la bière dans la coupe. Ouais, c'est Elle vrai. était bonne. Puis on a été au Kanawaki Brewing avec les boys. Tout le monde est venu. Tu sais, on a gagné la coupe, on a joué à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est resté dans la chambre un moment. Je dis aux boys, OK, on s'en va au restaurant du commanditaire. On a été là-bas, on est resté là-bas, tous les boys. Après ça, on a fait notre affaire au golf. On a eu du fun. La semaine d'après qu'on a gagné la coupe, les boys ont été jouer le tournoi de golf d'ouverture avec la coupe au terrain de golf à Godefroy, puis à Yann. Ça a tellement été une année incroyable. On a eu un été, on s'est vu les boys, on a pris le temps. Je suis monté à Sainte-Sophie voir Nicolas Thibodeau chez eux. J'ai été voir un de mes nouveaux joueurs qui avait la pierre chez eux aussi. Ça a tellement été une belle année que ça a soudé, même s'il y a des gars qui ont pris leur retraite, on s'écrit, on se voit. Il y en a que
J'ai été voir pendant l'année, prendre juste une bière avec eux, jaser, avoir du plaisir. Tu sais, ça a vraiment été une année incroyable. Puis c'est des souvenirs là, quand je vais avoir 80 ans, puis même si je fais de l'Alzheimer, je sais que je ne perdrai pas ces souvenirs-là. Ah ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite au hockey? Hein? Euh, lesquels? Ah, peu importe, peu importe! Amuse-toi! OK. Je vais te compter une à Gatineau, OK. Junior 3. On avait une affaire qu'on collectait des fonds pour l'équipe, que c'était dégustation de rhum. Ah, OK. Mais le lendemain, on jouait à 1h45 à Montréal-Est. OK. Moi, en tant que bon vétéran de 19 ans puis qui dort chez le propriétaire cette soirée-là, j'arrive avec une caisse de 24 de Coors Light. Oh! Moi puis mon chum Perrault Gagnon, on se met ça à 24. On boit, on boit. Puis là, il nous amenait des shooters de rhum. Mais eux, je ne savais pas qu'on avait notre 24 en dessous de la table puis qu'on buvait en cachette. C'est là, on est complètement torché. Puis moi, ben, j'étais un gars que quand il est sur l'alcool, on avait Geoffrey, un musicien, si je ne me trompe pas, il a fait la voix. C'est un gars de Gatineau. Puis il faisait de la musique pendant l'événement. Puis là, il y avait les parents des joueurs. Puis moi, je suis chaud. Je dis, OK. Bon, ouais, Geoffrey, là, je prends ton micro, là. Tu vas me jouer des tunes des cowboys fringants. Moi, OK. je commence à chanter Octobre, une de mes tunes préférées à moi et Tristan. Puis là, on chante. Mais là, le proprio, il est en tabarnak parce qu'il voit que je suis complètement déchiré. On a la photo d'équipe à 9h le matin. Après ça, il faut embarquer dans le char pour aller à Montréal-Est. La salle où c'est qu'il y a l'événement. Là, on chante. Là, il s'en vient me voir. Là, il me dit là, lui, Geoffrey, là, on le paye pour être ici. Toi, là, on ne te paye pas pour être ici. Tu es supposé de servir du rhum au monde. Qu'est-ce que tu fais? Là, on s'en. Là, il est 2 heures du matin. Moi puis Tristan, on n'est plus capable de marcher. On marche. Parce qu'on bu ça, on ne pouvait pas prendre notre char. On avait déjà laissé notre char chez le propriétaire avant de se rendre là-bas. On se promenait avec notre caisse de bière sur le chemin à Buckingham pour se rendre à l'événement. Là, on arrive. Moi, je réussis à me rendre sur le divan Big House, Pierre Grandmaison, le propriétaire. Moi, on l'appelait tout le temps Big House. On arrive chez Big House, puis Big House, il y a sa maison, puis il y a un garage à côté, un gros garage, là, genre 20, mettons, on va dire 30 par 30, c'est énorme. Les boys, là, on allait tout le temps là, après les games, quand il neigeait, pour gamer, jouer à nature. Il y avait une table de billard. C'était écœurant, là, on l'appelait Man's Cave, là, c'était incroyable. C'est là, on est là. Moi, je réussis à me mettre sur le divan. Tristan, il est malade. Il ouvre la porte. Il commence à vomir. Il s'est endormi dans le banc de neige. J'ai une chance que je me suis réveillé. Une chance, je me suis réveillé. Il a dormi dans le calice de banc de neige. C'est là, on arrive à première des choses. Là, le lendemain, Big House, il y avait un casse-croûte à côté. Il était nous faire un déjeuner. On s'est mis des alarmes. La photo d'équipe était en avance. Il met une alarme à 8h30. L'aréna était à 15 minutes. On s'est dit, OK, on va être correct. Le lunch est déjà là, on mange notre lunch, on s'en va à l'aréna. Je te dis, j'étais encore chaud. J'ai pas mis mon stock. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis les bas, j'ai mis la culotte, la gaine, j'ai pas mis d'épaulettes, j'ai mis mon chandail, je sens le fond de tonne. Après ça, on descend à Montréal-Est. Ça a été le pathétique partir de Buckingham jusqu'à Montréal-Est. On arrive à la game. Je file pas, je pars la douche, on arrive 2 heures avant la game, j'ai passé 1 heure dans la douche pour essayer de dégriser. Puis, je te le jure, j'ai scoré ce match-là. Ah! J'ai scoré. Ah non, mais regarde. Non, mais un vieux goal. J'ai dit à Big House, je vais jouer à l'attaque, je peux pas jouer à la défense. Il dit pourquoi? Je sais même pas si je vais être capable de patiner de reculons.
J'ai ramassé un vieux rebound dans le slot, j'ai scoré. Les gars s'y riaient tout, mais le problème, c'est qu'on s'est traversé, puis il y a d'autres gars qui se sont traversés cette soirée-là. Puis fallait gagner pour faire les playoffs. On a perdu 4-3. Oh non! Sur Marie-Alès, ça fait des séries. Notre qualification en série, elle s'est peut-être probablement scrappée parce qu'on a eu une dégustation de rhum avant the biggest game of the year. Si des organisations juniors, je pense plus qu'ils font des affaires comme ça, mais c'est non recommandé si vous faites ça le samedi puis que vous avez une game le dimanche parce que je vous le jure, vous allez perdre. Nous autres, on on était à 2 tirs de gagner, mais ça n'a pas d'allure. Ça avait vraiment pas d'allure. Là, puis il y en a d'autres que je pourrais te compter, mais celle-là, c'est vraiment la plus marquante parce que ça avait pas de sens que notre club nous fasse une dégustation de rhum quand le lendemain, on a la game la plus importante de l'année. Au début, ils voulaient qu'on fasse le serveur. Ben oui, check les deux Ticlins s'ils viennent de la Rive-Sud de Montréal, puis qu'ils savent qu'ils dorment chez le propriétaire le soir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont l'échapper. Ils vont l'échapper en maudit cette soirée-là. Qu'est-ce que tu aurais dit au Mario Duquette d'il y a quelques années? J'aurais dit profite de chaque moment que tu peux jouer au hockey. Okay. Parce que tu sais pas c'est quand c'est ton dernier match. Mm-hmm. Profite de toutes les opportunités que tu as. Même si le rôle qui t'est donné, c'est pas le rôle que tu veux. Tu sais, tout le monde veut être le gars qui score le gros but. Tout le monde veut ça, mais profite de chaque moment, puis crée aussi le moment. Tu sais, parce que moi, le club de hockey en 2020, quand la COVID est arrivé, c'est pas vrai, c'était en 2019, je voulais la partie de l'équipe de hockey, puis je l'avais laissé tomber, puis regarde, c'était quand même une bonne idée, la COVID est arrivée, j'étais pas prête, j'étais pas mentalement prête à assumer la gestion d'une équipe de hockey parce que ça prend de l'argent. De l'argent, j'en avais, mais j'avais pas encore tout le plan dans ma tête de ce que ça prenait. Puis c'est de foncer, puis je pense que je l'ai fait au meilleur de mes capacités, puis juste de ne pas se fermer des portes. J'en ai fermé moi-même, mais c'est ferme-toi pas des portes, vas-y, tu as une opportunité, vas-y, puis c'est ça que je disais à n'importe quel jeune que je peux rencontrer qui est Pee-wee, Bantam, puis qu'on parle de hockey. Moi, tu sais, j'ai un parcours quand même spécial. Là. Je suis le gars qui jouait dans une petite ligue à la Chine, puis qui a réussi à quand même avoir un beau parcours de hockey. Là. C'est pas la Ligue nationale, j'ai pas joué dans la cause, mais j'ai quand même fait mon bout de chemin. Puis comme gérant d'équipe, j'ai quand même remporté un championnat, été en demi-finale. Ça, je me dis, tu sais, tu vas avoir des épreuves, affronte-les, puis go for it. Ouais, c'est vrai. Quel joueur, donc, qui tu te comparais lorsque tu étais joueur? C'est assez simple, un style de Chris Pronger. Okay. Chez Weber, un défenseur robuste. Tu sais, je donnais des coups de hockey, je pouvais être à la limite. J'étais pas vicieux. Tu sais, j'ai jamais jumpé un joueur dans une bataille. Okay. J'ai tout le temps, c'est pas vrai, j'ai jumpé Kevin Auger une fois, mais je pense que Kevin Auger s'est fait jumper 100 fois dans le junior, senior puis Ligue nord-américaine. Okay. Mais j'ai tout le temps été clean comme joueur. Mais tu sais, devant le net, si tu venais devant mon goaler, je vais te donner des coups de hockey, je vais te faire mal, je vais te frapper d'un côte. Si je peux finir une bonne mise en échec, je vais en finir ma mise en échec. Je suis pas le défenseur le plus offensif. Tu sais. J'ai ma meilleure saison offensive en but, c'est 3 buts. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est robuste, bloque des shots, un guerrier. S'il fallait que je mange une tape sur la face, junior 3, je me suis battu avec des gars de 20 ans quand j'avais 17 ans.
Si je finissais une mise en échec, que c'était limite, je répondais de mes actes. Tu sais, j'ai jamais fait la poule devant personne dans le junior. OK. En tant que directeur général, quel DG donc qui tu te comparais? Ben, tu sais, tu peux pas vraiment te comparer, mais je te dirais que je suis quand même quelqu'un de calme, puis qui OK. calcule bien ses moves. Puis, tu sais, c'est même pas au hockey, je te dirais, Billy Bean, j'aime tout le temps comparer mon club de hockey aux Aces d'Oakland, malgré que les Aces ont pas gagné de championnat à la balle, mais ça a tout le temps été Moneyball, c'est de maximiser chaque joueur. Chaque joueur dans son rôle, puis de trouver le joueur qui peut faire la différence. Puis des fois, c'est même pas de un gars qui va scorer des buts. Tu sais, l'année passée, on avait Mathieu Talbot, qui était notre centre de troisième trio. Je pense qu'il a fini les séries avec 4 ou 5 passes. Mais le côté toughness, de gagner des face-offs importants. Il y a une game avec Gamer contre Saint-Jean, les Mustangs. On a gagné 6-3 le match ou 6-2. Je me sens que c'est 6-3. Puis la fin de troisième, les Mustangs veulent nous brasser. Puis si c'était pas de Talbot, on n'avait pas les gars pour répondre. Puis Talbot au face-off, t'es arrivé au face-off, il y a un joueur l'autre bord que c'était un brasseur. Il te l'a slashé direct. Il n'a même pas essayé de gagner le face-off. Il a crissé un cross-check dans les poignets. Le gars l'a regardé, il l'a invité, droppé les gants. Ils ont été, puis il a passé le message que, hey, oui, on est une équipe skills, oui, on n'est pas les plus tough, mais on ne se laissera pas marcher ses pieds. Puis, tu sais, c'est des joueurs comme ça parce que, oui, c'est beau, les Nicolas Thibodeau qui gagnent des championnats des buteurs, des Jérémy Janto, des Nicolas Saint-Pierre qui gagnent défenseur de l'année. Mais c'est pas juste avec ces gars-là que tu vas gagner, c'est d'amener des vrais, tu sais, un gars comme Yannicello. C'est pas le gars le plus offensif où il amène des points, mais en série, il jouait contre les meilleurs trios adverses. Il était fatiguant, il faisait sortir des gars de ses gonds. Un gars comme Zach Plourde, il a joué juvénile au hockey, midget espoir. Il n'a jamais joué junior 3, junior majeur. Puis on l'a amené avec nous autres. Ça fait 3 ans qu'il joue pour nous autres. Puis il a son rôle. Il joue ça à 4, ça à 3. Mais s'il a besoin de défendre un coéquipier, il va aller le défendre, va aller finir des checks, va bloquer des shots avec sa face. Ça, c'est vraiment d'amener des joueurs qui ont des rôles prédéfinis, qui prennent leur chaise, puis qui vont maximiser cette chaise-là. Puis parfois, on va chercher des surprises. Tu sais, il y a des gars que j'ai amenés que j'avais pas vraiment d'attente en tant que tel en me fiant à leur élite prospect, mais qui sont arrivés au camp, que j'ai vu des habilités que ces joueurs ont là, qui ont, et de les mettre dans une chaise qui n'était pas prédestinée à eux, mais de dire, regarde, je vois que ces atouts-là, comme joueur, on va lui donner cette chaise-là, puis il va nous amener les résultats qu'on s'attend. Tu sais, moi, c'est vraiment l'évaluation des joueurs, puis de savoir qu'est-ce qui me manque à mon équipe et avec les moyens que j'ai qui sont on n'a pas de moyens cette année. L'année passée, on en avait un peu. Mais cette année, on fait vraiment avec les moyens du bord. Là. OK. J'ai terminé mes questions. Ça a fait pas mal le tour. Merci Mario d'avoir participé au 47e épisode. C'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment apprécié. Des excellentes anecdotes surtout. Fait que, Ben, regarde, je te remercie beaucoup. Moi, je pensais pas que tu allais me toffer 1h20. Je me suis dit 35-45 minutes, c'est fini. Puis, crime, 1h20 ensemble. On a eu du fun. ouais, Regarde, ouais. c'est apprécié. Puis, je te souhaite d'avoir des bons invités qui vont avoir des bonnes discussions avec toi. Puis, de continuer ton bon travail. Puis, si un jour je te croise dans un aréna, ça me fait plaisir de te serrer la pince. Parfait, ça, pareillement. Puis je te souhaite du succès aussi dans ton parcours. Puis la même chose. Yes, sir. Hey, passe une excellente soirée. Merci beaucoup. Hey, merci toi aussi, là. Salut, là.
Bon, c'est déjà la fin du 47e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain invité, je vais vous tenir au courant. Pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas de vous abonner au podcast Le Match Ultime, d'activer la cloche, de lâcher un like, surtout de suivre la page Facebook et Instagram. On va peut-être parler un peu pour le review du mois de janvier 2026. Donc, on verra comment ça va être. Donc, je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Salut!